évidemment, Be'ezrat Hashem, pour ce moment de Torah extraordinaire. Alors, Parashat Bo, nous voyons que dès le début de la Parasha, Moshe Rabbeinu s'adresse à Pharaon et il lui décrit la 8e plaie qui risque de s'abattre sur l'Égypte s'il ne laisse pas sortir les Juifs pour aller servir Hachem. Et il s'agit de la plaie des sauterelles, telle que l'Égypte n'en a jamais connue. Et tout ce que la grêle a laissé sur pied, eh bien les sauterelles viendront le dévorer et ravager tout. Et la Torah conclut, après le discours, ce beau discours de Moshe Rabbeinu, la Torah conclut en disant « Vaïfen, vaïetse, me'im paro ». Il s'est retourné et il est sorti de devant Pharaon. Donc pourquoi la Torah précise-t-elle ça, il s'est retourné? Il suffit de dire, Moshe Rabbeinu a fait son discours et à la fin de son discours, il est sorti. Pourquoi la Torah précise-t-elle qu'il s'est retourné? Alors il y a plusieurs explications. Il y a celle du Or HaChaim HaKadosh qui dit que normalement quand on prend congé d'un roi, on ne se retourne pas. On sort en reculant. Il est inconcevable et inconvenable de donner le dos à sa majesté le roi. Alors on recule, et une fois arrivé à la porte de la salle, c'est là où on se retourne. Mais là, Moshe Rabbeinu n'a pas respecté le protocole. La Torah nous dit que, alors que jusqu'à présent, Moshe Rabbeinu rendait à Pharaon tous les honneurs qui étaient dus à un roi, mais cette fois-ci, il en a eu assez. Trop, c'est trop. Il a fait son discours, il s'est retourné, comme on se retourne devant n'importe quel autre personnage. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la plaie, de la 7e plaie, la grêle, on voit que Pharaon a appelé d'urgence. Moshe, il lui a dit, je t'en supplie, mes fins, c'est une catastrophe, ça y est, je reconnais. Hachem, c'est le tzaddik, et moi et mon peuple, nous sommes des Réchaïm. Alors c'était vraiment une chouva sincère, ça y est, enfin, la première fois où Pharaon reconnaît Hachem, c'est le tzaddik, et moi et mon peuple, nous sommes des Réchaïm. Et donc Moshe Rabbeinu a prié pour que la plaie prenne fin, et c'est ce qui s'est passé. Et bien malgré tout, contre toute attente, malgré ce cri sincère de désespoir, Pharaon a retourné sa veste et il n'a pas fait de se sortir d'Israël. Alors là, Moshe Rabbeinu, tout d'un coup, il a été saisi d'un dégoût. Un dégoût, un écœurement. Ça veut dire quoi? Mais tu as reconnu Hachem, c'est le tzaddik, et toi et ton peuple Réchaïm, tu étais là, et maintenant de nouveau. Ah, j'en peux plus. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et donc là, Moshe Rabbeinu dit, voilà, Pharaon, je te préviens maintenant. Il y a une 8e plaie. Les sauterelles. Ceci, et vrac, il se retourne et il sort. C'est fini. Trop, c'est trop. Manquerait plus que je continue à sortir en reculant, sous prétexte que tu es un roi, mais tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Tu es un être écœurant, dégoûtant. C'est fini, Moshe Rabbeinu a perdu tout respect pour Pharaon. Il avait un mépris et il a voulu lui montrer ce mépris en se retournant et en sortant. Donc ça, c'est un pshat du Or HaChaim HaKadosh. Le Midrash nous dit quelque chose d'autre incroyable. C'est qu'une fois que Moshe Rabbeinu a terminé son discours, il a vu du coin de l'œil que les ministres de Pharaon étaient en train de chuchoter entre eux. Ils chuchotaient. Donc Moshe Rabbeinu a compris qu'ils sont en train de parler de ça, justement. C'est-à-dire tel que la Torah
nous le dit après. Parce qu'une fois que Moshe Rabbeinu est sorti, on voit que il y avait déjà un embryon de révolution, de révolte, de rébellion. Les ministres ont parlé à Pharaon. Qui ose parler comme ça? Ils ont dit, mais jusqu'à quand cette situation va être-elle un piège pour nous? Tu ne vois pas que l'Égypte est détruite? Laisse sortir ces gens et qu'ils veulent servir leur Dieu. Et que nous sortions de cette catastrophe. Et à tel point que même Pharaon a eu peur et il leur a dit, bon d'accord, allez, rappelez-les. Donc Moshe Rabbeinu a vu les ministres en train de chuchoter. Et Moshe Rabbeinu, il avait tout intérêt à tendre l'oreille pour dire, tiens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont pour moi ou contre moi, là? Eh bien, pourtant, non. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu a fait une chose incroyable. Il s'est retourné. Pas comme dans le poème Chat où il s'est retourné par mépris pour Pharaon, non. Il s'est retourné pour ne pas écouter ce qu'ils disent. Et là, c'est une chose une leçon de comportement inimaginable. De même qu'il y a une interdiction d'écouter du Lachon Hara. Si les gens parlent Lachon Hara, tu dois tourner la tête. Eh bien, pareil, Moshe Rabbeinu nous a appris une nouvelle halakha. Quand tu entends des gens qui discutent, même s'ils discutent de toi, même si tu as un certain intérêt à écouter ce qui se dit, eh bien, tu dois pas écouter. Tu dois pas écouter. Même quand on était petit, on disait, ça ne se fait pas d'écouter aux portes. Il faut pas écouter aux portes. Il faut pas écouter. Il faut pas écouter même dans une situation aussi dramatique où nous étions. Moshe Rabbeinu a lancé encore un avertissement. Et il voit la réaction, les ministres sont en train de réagir. Il a tout intérêt à écouter ce qui est en train de se dire. Eh bien, la Torah dit Vaïfen. Il a tourné la tête pour ne pas écouter ce qui se dit. Quelle déréférence, quelle grandeur. C'est-à-dire la fin ne justifie pas le moyen. C'est pas parce que maintenant j'ai intérêt à écouter ce qu'ils disent que je peux me permettre d'écouter. Non. Non. Quand des gens parlent entre eux, on ne peut pas écouter. Point final, c'est tout. Alors là-dessus, d'ailleurs, vous savez, il y a dans le Midrashim un commentaire qui s'appelle les Hidushé Aradal. Voilà, ce soir, on avait dit qu'on ferait le Ritva. On va pas faire le Ritva ce soir, on va faire le Radal. Le Radal, Rabbi David Louria. Il y a des commentaires de lui dans le Midrash et dans la Gemara. Alors le Rabbi David Louria a été, il y a eu un complot. On a été accusé alors qu'il avait 40 ans. Il a été dans un grand danger. Au milieu de ses manuscrits, où il écrivait des commentaires sur le Pirkei de Rabbi Lazare, on a introduit des documents faux, des documents calomnieux contre le tsar de Russie, contre le tsar. Et il a été dénoncé, la police du tsar est venue, a fouillé les documents, et on a découvert les documents calomnieux. Il a été tout de suite arrêté. Il a passé 105 jours en prison. Imaginez une prison à l'époque du tsar, dans quelles conditions cruelles il a été emprisonné. Il est emprisonné dans une ville de Schleswig, qui se trouve à côté de Pétersbourg. Et voilà, avec l'accusation terrible de rébellion et complot contre le tsar. Évidemment, il risquait la mort, c'est sûr. Et enfin, après 105 jours, son procès a commencé. Et on a commencé des enquêtes, etc. À un moment, en pleine séance, les juges ont voulu échanger entre eux quelques mots en sa présence, mais de manière à ce qu'ils ne comprennent pas. Alors c'est pourquoi ils ont décidé de parler en français.
persuadés qu'ils étaient que le Rav ne comprend pas le français. Seule une élite intellectuelle comprenait le français à l'époque. Et le Rav a commencé à gesticuler, à gesticuler, à gesticuler. Et à un moment, le juge lui a dit « Arrêtez de gesticuler !» Et à ce moment-là, Rav David Luria, dans un français impeccable, lui a répondu « Votre honneur, je ne gesticule pas, mais je comprends le français. Et je comprends que vous avez choisi de parler en français pour que je ne comprenne pas ce que vous dites. Or, je suis en train de comprendre ce que vous dites. Et j'essaie de trouver la position dans laquelle je ne vais pas écouter ce que vous dites. Car notre Torah nous interdit d'écouter des conversations de gens qui discutent entre eux. Alors là, incroyable. Les juges ont dit quoi? À ce point vous êtes honnête, et alors là, tout leur regard a changé complètement. Alors qu'ils avaient sur lui un regard d'un comploteur contre le tsar, ils ont vu qu'ils avaient en face d'eux un homme d'une honnêteté incroyable, et qui ne veut pas profiter du fait qu'il comprend le français pour essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de dire sur lui. Et Baruch Hashem, la suite du procès, le procès a pris une tournure complètement autre que ce par quoi il avait commencé, jusqu'à obtenir l'acquittement total. Vous vous rendez compte? Et donc, quand on a demandé après à Luria, on a demandé, mais d'où le Rav a connu, a su que c'est comme ça qu'il faut faire? Il a cité justement ce passage. Il a dit, nous voyons que Moshe Rabbeinu lui-même, lorsque il a entendu les ministres parler entre eux, il a vite tourné la tête pour ne pas écouter ce qu'ils avaient à dire. Vous vous rendez compte? Incroyable. Il y a aussi une autre histoire qu'on a racontée sur le Rav Meir Bronzhofer. Meir Bronzhofer était un des Zatzal, était un des grands dayanim du Badatz en Israël, la Eda Haredite. J'ai eu le bonheur de le connaître. C'est un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, et il est venu vraiment presque 2 ans avant sa mort, il est venu passer un séjour dans les institutions de la rue Pavée, et il a interrogé les jeunes Avrechim, et il leur a donné des diplômes de rabbin, diplômes de rabbanim. Et il a passé un Shabbat à Annette, je ne sais pas ce que c'est Annette et tout. Bon, c'était un homme formidable. Et bien lui, il est né en Belgique, à Anvers. Et à Belgique, à Anvers, il parle le flamand, il parle aussi un peu le français. Et lui, il comprenait bien le français. Et donc, vers l'âge de 8 ans, sa famille a quitté la Belgique, et ils sont venus s'installer à Yerushalayim, à Mea Shearim. Et donc, c'était un petit youpin, avec les belles papillotes, et toute la tenue de Mea Shearim et tout. Il parlait yiddish. Et un jour, sa mère l'a envoyé à la pharmacie acheter des médicaments. Et là-bas, il était dans la pharmacie. Et il y a un monsieur qui est rentré dans la pharmacie. Il a attendu que les clients sortent. Et il ne restait plus que ce petit enfant de 8 ans. Et alors, le monsieur s'est exprimé en français au pharmacien. Il a dit, voilà, j'ai un grand secret à te révéler. J'attendais que tout le monde parte. Et il ne reste plus que ce petit enfant qui certainement ne comprend que le yiddish. Alors, c'est pour ça que je vais te le dire en français. Et à ce moment-là, le petit enfant, comme ça, haut de 3 pommes, a dit, excusez-moi, messieurs, je ne voudrais pas qu'il y ait une méprise, mais je parle très bien français. Et si c'est un secret que vous vous apprêtez à dire, alors sachez que je comprends le français. Waouh! Incroyable. Le pharmacien qui ne connaissait pas encore cet enfant lui a dit, mais qui tu es? Comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Meir Bronzhofer. Et effectivement, la mère s'était déjà présentée à la pharmacie. Il dit, ah,
Oui, ta mère m'a laissé le numéro de téléphone. Il a immédiatement appelé la rabbinite Bonnefer, il lui a dit, chère madame, vous avez un enfant extraordinaire, d'une force de caractère, d'une droiture. Il lui a raconté toute l'histoire. Et il a dit, je suis sûr que cet enfant deviendra un grand maître en Israël. Et effectivement, c'est devenu le rabbin Meir Bonnefer. Donc voilà, un petit enfant de 8 ans. 8 ans, il a vu que des gens parlent en français, il a surmonté sa timidité et sa curiosité peut-être. Et tout de suite, il leur a dit, messieurs, je tiens à vous prévenir que je comprends français. Ouais. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, évidemment, nous sommes une société où tout le monde cherche à tout entendre. D'ailleurs, avant de dire ça, il y a une question. Je sens qu'il y en a parmi vous qui ont la question. Ah! Pourtant, nous trouvons quelqu'un dans la Torah qui a entendu quand même, qui a tendu l'oreille. C'est qui ça? C'est Mordechai. On voit que dans la Megillat Esther, Mordechai a entendu le complot que Bigtan et Teresh s'apprêtaient à faire pour empoisonner Hachvérosh. Il a entendu et il a tout raconté à Esther, et Esther a raconté à Hachvérosh, et on l'a découvert, on les a tués. Alors là-bas, les Mephachim disent que parce que les gens ne savent pas ça, eux, ils ne voulaient pas tuer que Hachvérosh. Ils voulaient tuer Esther et Hachvérosh. Et Mordechai a attrapé la première phrase, tout de suite. Et ils ont dit, alors voyons, comment nous débarrasser de ce roi et de la reine? Donc puisqu'il a entendu que là, Esther est en danger de mort. Là, c'est différent. C'est différent. D'accord, c'est pas par curiosité pour savoir, disons, de qu'est-ce qui se passe là. Il a entendu clairement qu'ils veulent tuer la reine. Alors c'est pourquoi il a bien tendu l'oreille pour savoir de quelle manière il comptait empoisonner, où il comptait mettre le poison, etc., etc. Voilà. Donc dans ce cas-là, évidemment, on entend des gens qui clairement sont en train de programmer un meurtre. Alors bien sûr qu'il faut entendre. En tout cas, voilà, je vous dis pourquoi tout ça, parce que nous sommes une génération où tout le monde entend, on entend tout, on entend tout, on enregistre partout, les gens rentrent et ils oublient quelque part un enregistreur. Et tous les mois, je sais pas comment c'est en France, mais en Israël, tous les mois, il y a un nouvel enregistrement qui sort. Et des fois, c'est un enregistrement qui date de 20 ans, voilà, une conversation secrète qu'il y a eu il y a 20 ans entre un tel et un tel. Et un tel, tous les hommes politiciens, tous leurs ennemis ont des enregistrements qui se réservent le droit de sortir en pleine période électorale, en plein bon moment, et brac. Combien de gens se sont fait descendre complètement ou éliminer de la scène politique ou d'autres domaines, d'accord, hop, parce qu'on a sorti un enregistrement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc non seulement les gens entendent, et c'est terrible parce que même chez le rabbinim, les gens rentrent et quand ils entendent, et puis l'autre se dit, si tu savais ce que j'ai entendu, si tu savais ce que j'ai entendu, si tu savais ce que j'ai entendu. Eh bien non messieurs, on n'a pas le droit d'entendre, il n'y a pas si tu savais ce que j'ai entendu. Ah bon, j'ai entendu qu'il parlait, mais pourquoi t'as entendu? Pourquoi t'as entendu? Pourquoi tu n'as pas tourné l'oreille? Pourquoi tu n'as pas fait comme Moshe Rabbeinu qui a tourné l'oreille? Pourquoi tu n'as pas fait comme le Rav David Bouria? Dans son propre procès, il gesticulait pour trouver une position où il n'entendrait pas ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi tu n'as pas fait comme le petit maire Bonnefer qui a dit attendez, je vous préviens, je comprends le français. Au contraire, là, les gens font tout pour tendre l'oreille et entendre. Et j'ai un scoop, si tu savais ce que j'ai entendu. Il y avait mon ami Zelig, vous connaissez Zelig? Zelig, il était dans le bus. Zelig était dans le bus et il entend un grand-père qui dit à son petit-fils, mange ton sandwich. Non, je veux pas. À la fin, le grand-père lui dit, si tu ne manges pas le sandwich, je le donnerai au gros monsieur qui est derrière nous. Non, je veux pas. Je te préviens que je vais donner le sandwich au gros monsieur qui est derrière nous. Non, je veux pas. Alors attention, encore une fois, tu verras, je vais le donner. À la fin, Zelig, il tape sur l'oreille du grand-père, furieux, il dit, vous vous décidez à la fin, oui ou non? Ça fait déjà 2 stations que j'aurais dû descendre. D'accord, donc celle-là, effectivement, c'est vrai,
c'est pas des blagues. Souvent, on peut être assis dans le bus et on entend des gens qui discutent devant nous, en face de nous, derrière nous. Hein? Et parfois, on peut être tenté de tendre l'oreille un petit peu, dire de quoi ils discutent là, de quoi ils discutent. Eh bien non. Si on est dans une situation où on est en train d'entendre la conversation de deux personnes, qu'elle nous concerne pas et tout, il faut tout faire pour tourner la tête. Et à la limite, prévenir les gens, ils disent excusez-moi, je suis confus, mais j'entends ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas comment éviter d'entendre. Ouais. Il y avait d'ailleurs une fois dans le bus. Alors on m'a raconté qu'il y a une dame était là, était assise derrière deux jeunes filles, et elle entend les jeunes filles disent ah donc t'as vu Mazzetov, donc c'est une de leurs copines qui s'est fiancée. Elle s'est fiancée Mazzetov et tout. Et l'une d'elles dit bah dis donc hein, oh, le garçon je sais pas qui c'est, mais il aurait dû s'enseigner un peu mieux hein. Il dit, ah bah oui, oh là là, quand il va découvrir combien elle est déordonnée, tout ça et tout, et l'autre surenchérit et dit, et quand il va découvrir combien elle est égoïste, etc., et l'autre dit, et quand il va découvrir combien elle est ceci, et ceci, et ceci, et ceci, et elle déballe contre la jeune fille. Et la dame qui est derrière, à un moment se lève et s'apprête à descendre du bus, et leur dit, mesdemoiselles, je vous suis reconnaissante. Je suis la grand-mère du garçon. Je m'en vais de ce pas les prévenir pour qu'ils rompent les fiançailles. Heureusement, je ne savais pas que la fille était comme ça. Et les autres ont blémi. Non, madame, non! Non, c'est une fille très bien! C'est une fille très bien! On ne sait pas ce qui vous a pris, on est là, c'est du pur Lachon-Lavin. Non! Elle m'a dit si, avec tout ce que vous avez raconté. Mais non! Mais c'est une fille très bien, très gentille, très serviable, très souriante et tout. Mais non! Non. Elle dit, mais vous avez dit, mais c'est du Lachon-Lavin. Non. Elles ont été paniquées de voir que la grand-mère a entendu nos conversations et qu'elle va rompre les fiançailles alors que c'était rien du tout, c'était des bêtises, du pur Lachon-Ravin, du ragot de jeune fille et tout. Alors, elles étaient tellement paniquées qu'à la fin, la grand-mère a dit, rassurez-vous, je ne suis pas la grand-mère. Je ne sais même pas de qui vous parlez. Je ne sais même pas de qui vous parlez, mais j'ai voulu vous donner une leçon. Faites très attention. J'ai voulu vous donner une leçon. Faites très attention. Il y a des gens qui peuvent entendre ce que vous dites. C'est des exagérations. Et si j'avais été vraiment la grand-mère, on aurait rompu ces fiançailles. Donc ça veut dire qu'il y a des fois des situations où malgré nous, on a été apporté à écouter. Mais la halakha est claire. La halakha est claire. On ne peut pas écouter des gens qui parlent. A fortiori qu'on ne peut pas enregistrer la conversation. Et des fois c'est terrible. Moi une des histoires qui m'a fait le plus de peine, il y a quelques années, un collègue à l'école a été licencié par le directeur. Et il est venu se plaindre chez moi. Et moi, pourtant, je suis un bon professeur et tout. Et effectivement, moi, je trouvais que vraiment, c'était un bon professeur. Mais pour l'apaiser, j'en ai rajouté. Je dis, ah oui, c'est vraiment, j'ai beaucoup de peine pour toi. C'est vraiment, tu sais vrai, tes élèves sont bien et tu les formes bien. Et ceci. Je lui ai passé la pommade, comme on dit. Vous vous rendez pas compte? Et lui me disait, et moi, je me suis renchéré, et il me disait, et vous vous rendez pas compte qu'après, il a fait un dîme Torah au directeur. Et devant le Bédine, il leur a dit, écoutez, j'ai un enregistrement où le ravisant lui-même dit que je suis un professeur, un très bon professeur. J'ai été écœuré. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient venus se plaindre chez moi, etc., en vrai, il m'a enregistré. Et tous les compliments que je lui ai faits, il a tout enregistré, il a sorti ça d'une Torah. Mais ça ne lui a servi à rien, parce qu'en fin de compte, le directeur ne l'avait pas renvoyé pour ses qualités d'enseignant, parce qu'effectivement, c'était un très bon enseignant. Il l'a renvoyé parce qu'il arrivait systématiquement en retard. Plus d'une demi-heure, des fois 1 heure en retard. Le pauvre directeur, à la fin, a dit, écoutez, ça doit être le meilleur enseignant du monde, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai 30 enfants qui sont là, qui sont livrés à eux-mêmes,
Et tous les matins, c'est la même histoire. Et donc le Bédine a donné raison, et il a été effectivement envoyé, et il a perdu. Mais je reste quand même, c'était un peu des traumatismes de ma vie, où quelqu'un, où honnêtement, je voulais l'apaiser, et en fait, il a enregistré. Voilà, donc c'est le monde dans lequel on vit. Eh ben, il est bon de remettre les pendules à l'heure. Quand on entend des gens qui parlent, on tourne la tête. Et de qui nous avons appris cette leçon? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a entendu les ministres de Pharaon discuter de quelque chose de très important. Comment va être leur réaction? Vont-ils encourager Pharaon à laisser sortir les Juifs? Ou vont-ils au contraire l'encourager à maintenir sa position? Il y a tout intérêt à écouter. Eh ben non. Moshe Rabbeinu, la Torah dit, il a tourné la tête pour ne pas entendre ce que les gens disent. Voilà. C'est un beau de la Torah, et il est beau de rappeler quels sont les comportements que la Torah exige d'un juif. Les comportements droits, honnêtes, loyaux. Voilà, bracha ve'atzlacha ve'shalom. Là où il faut tendre l'oreille, par contre, c'est effectivement pour entendre, comme dans les 48 000 dots de Pirkei, c'est marqué, tends l'oreille pour entendre des livrets Torah. Ah oui. Ça, pour entendre des livrets Torah, il faut tendre l'oreille. Alors, à bientôt. Shabbat shalom, mes chers amis.